Bonjour, c'est Christophe. Petite note de lecture sur Julius Evola chevaucher le tigre, paru dans les années 60. Julius Evola nous a donné beaucoup d'ouvrages liés à la tradition et dans la lignée de son maître René Guénon. Il articule les notions de physique et de métaphysique. Le tissu social est quelque chose qui le dépasse avec les mystères grecs ou égyptiens ou même hindous. Il a très longtemps étudié la Bhagavad Gita. Tout ce qui concerne tout ce qui vient du monde moderne est l'antithèse de la tradition. L'auteur de Révolte contre le monde moderne commence son ouvrage ainsi. À l'époque d'Evola, il était impossible d'envisager un effondrement de la société moderne. La phase d'accélération du monde moderne avait lieu, ce que Pier Paolo Pasolini décrit et dans ses poèmes frioulants, écrits en frioul. Il indique avec nostalgie ce monde qui s'en va et ce monde moderne qui croît. Et voilà, dit, il cite un proverbe de la tradition, le désert grandit, malheur à celui qui possède des déserts. Au sujet des positions qui sont intenables, qui étaient intenables, positions qui étaient de la tradition et qui étaient dans la ligne de mire du monde moderne. Les lignes d'action étaient alors inutiles. On peut se référer à nos jours. Il semble que la fin des temps d'un cycle soit proche. Nombreuses sont des lignes d'action inutiles, mais il y a des zones sur lesquelles on peut agir. Il est bon de trancher tout lien avec ce qui est destiné à mourir, nous dit voilà, et de faire appel à une doctrine interne archaïque. La nécessité de coupure totale avec le monde moderne, voire quasi totale, est opportune pour celui qui souhaite s'intérioriser et faire grandir, on en parle fréquemment, de cet homme interne. Les réactions dépourvues de toute légitimité supérieure sont sujettes à la destruction. La parabole de la planche à billets que l'on voit de nos jours en est le parfait exemple. Plus on imprime de billets, plus le monde se dissout et la structure sociale se défait. C'est un passage au Kali Yoga, ce terme sanskrit, qui témoigne d'un âge sombre en termes occidental, où toutes les forces de dissolution sont apparentes. Elles étaient cachées, non actives dans la société traditionnelle, et progressivement, elles sont toutes apparentes, elles agissent et elles ne seront plus contenues. Cela correspond à l'âge du Verseau. Nombreux textes anciens parlent du Kali Yoga. Alors que les gens ne savent plus appréhender, mais certains sociologues ont vu une phase extrêmement dense où tout est difficile, aussi les philosophes. Et ils considèrent cela comme l'âge sombre.
la disparition du caractère secret de ces forces sombres, mais il y a aussi des forces positives, n'existe plus. Cela indique la fin d'un cycle, c'est-à-dire le moteur n'avance, n'a plus un stator, cette barre métallique qui est à l'intérieur, qui est opposée au bobinage et qui permet d'aller en avant. L'effondrement de l'Orient, ce qui le trouve tragique, mais qui est dans la logique de l'histoire, qui jusqu'à présent était un phare, la sagesse orientale, s'effectue par l'assimilation des idées occidentales. Et ceci est inéluctable. Donc il le dit dans les années 60, mais rien n'est plus vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que la Chine n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était et elle est totalement dépendante du monde libéral et de ce monde matérialiste. Sans la consommation européenne ou péri-asiatique, leur système s'effondre. Ce n'est pas que matérialiste, bien sûr, mais le point central de l'Asie est quand même pénétré de toutes parts par cette pensée occidentale. Et on ne voit plus trop de Chinoises rêver d'un occidental, mais encore, on peut en voir certaines. Donc il sera essentiel d'établir des positions autonomes, indépendantes, qui pourront permettre de tenir et de faire face à l'avenir. Donc l'avenir, c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Et son œuvre indique, place des appuis intéressants, très peu matérialistes, mais avec une approche, une ligne et un potentiel de croissance en dehors des critères, on va dire, physiologiques. Là, il fait un long détour, pardon, par le nihiliste Nietzsche, qui est le premier à évoquer la mort de Dieu. La mort de Dieu, c'est dans n'importe quelle population, indique l'effondrement civilisationnel. Il dénonce aussi par là même l'euphorie technologique dans laquelle se jettent les progressistes et cette illusion crée des êtres que Barico a très bien décrit, mais Barico est un auteur contemporain, hein, par les barbares, ces êtres qui ont accédé à la technologie et dont la technologie, hein, par le commerce de la technologie, leur a permis de faire un saut qualitatif et de présenter des critères de classe. C'est une classe propre, c'est-à-dire ces gens qui sont issus des technos. Donc ils produisent un incroyable parasitisme. Donc déjà à son époque il le dénonçait, et puis là il le montre davantage. Il montre aussi le mythe de la délivrance qui était agité déjà au siècle des Lumières et qui rendait énormément de préjudice à la société traditionnelle. Pasolini, l'italien, avait décrit cela dans la petite paysannerie italienne qui se vidait littéralement de ses campagnes, et donc la langue qui disparaissait.
la nécessité de souffrance matérielle est un point central du thème de la tradition. Sans souffrance, sans douleur, il n'y a pas de possibilité de croissance interne. Et c'est ce que les pays riches ne connaissent plus. Ils connaissent soit un abrutissement total, mais pas la souffrance saine d'un travail enrichissant qui aide à croître au sens métaphysique. Et pas forcément à croître en termes de deniers, bien que l'un et l'autre soient liés à un moment donné. Il décrit le pessimisme positif ou pessimisme de la force. Et son œuvre incarne bien un pessimiste qui sort une œuvre colossale en une vision un petit peu cynique, pas cynique, mais gêné, empêché et désolé de vivre dans ce monde-là. On peut penser à Stéphane Edouard, que je salue, qui présente un faciès toujours un peu désabusé, un peu évoluant, son faciès. Ce cher Stéphane, mais qui produit une œuvre très intéressante aussi. Il ne tombe pas dans le piège de l'arnaque communiste, qui serait opposé à la société techniciste. Il évoque simplement que le communisme va tomber en premier par sa lutte contre le libéralisme, parce que le libéralisme infiltre tout, on l'a vu. Maintenant, le libéralisme a vaincu le communisme, et maintenant le libéralisme s'en prend, lutte contre Dieu, vu qu'il n'y a plus de communistes à liquider. Il fait aussi un détour par les moralistes qui sont issus de cette société technique, qui, ayant tout un tas de facilités, ne souffrent plus, parlent d'une morale libre sans sanction. Ils ont complètement exfiltré, et c'est vrai que c'est difficile dans le quotidien de parler avec des gens sur la loi du retour, sur la loi naturelle, sur le Kali Yoga, le karma. Toutes ces choses-là, on passe un peu pour un allumé, bien que ce soit dans de nombreuses situations la seule explication logique, avec une logique mathématique, cette roue qui, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, tout se paie. Son chemin continue, le chemin du livre, puisque c'est une longue déconstruction de la société matérialiste, et aussi une longue production. Il lègue des outils pour discerner et faire face à toutes les arnaques possibles de la société matérialiste, des progressistes, des moralistes libres. On a été mystifié par la puissance nietzschéenne du Zarathustra, par exemple, et il évoque cette volonté de puissance, en fait, qui n'a de force que si elle est orientée vers soi, vers son être. La fin de Nietzsche a des caractéristiques, c'est-à-dire il termine sa vie complètement fou. Il était sur un fil de rasoir et il n'a pas pu, ce que dit Evola, accéder à cranter, passer à un degré métaphysique. C'est peut-être le problème, je vais être un peu méchant, mais des profs, des gens qui ne sont pas allés, de l'autre côté, dans le monde productif ou dans le monde peut-être sauvage.
vraie douleur physique. Je ne sais pas. Si vous êtes très énervé, vous pouvez commenter, mais bon, c'est une petite digression, c'est une note de lecture, hein, c'est pour aller un peu plus loin au niveau de la réflexion. Donc cette expérience nietzschéenne est très bien synthétisée, hein, pour ceux qui ne veulent pas lire Nietzsche. Je vous invite à faire confiance à un moment donné à Evola, après vous pouvez y venir. Et dans le monde où Dieu est mort, Nietzsche a un côté un peu mystifiant, ce que je disais. Il mystifie le monde des universitaires. Je crois que c'est Jovanovic qui disait ça, et c'était assez pertinent ce qu'il disait. La notion de décentré. En fait, la position nihiliste, elle a décentré de la transcendance, en fait, elle s'est décalée, et elle bute en fait sur le rien. La transcendance permet de passer de l'autre côté. Ce que pour un mathématicien ou un physicien, on pourrait dire inverser sa masse, passer à l'antimatière. Mais bon, là je vais me faire pas que des amis, donc on va pas aller plus loin. Vous pouvez aller voir les 20 heures de Jean-Pierre Petit du modèle Janus et vous régaler sur ces notions d'antimatière, mais aussi de passage de l'autre côté. Le nihilisme est une tension vers l'abîme. Donc prudence, et ça c'est une petite remarque aussi à Julien Rochdy qui a fait une grande éloge du nihiliste nietzschéen, hein, du Zarathustra, et qui bascule vers un psychologisme. Donc c'est un cul-de-sac, et prudence à ceux qui vont par là. Votre serviteur l'a expérimenté, c'est un sentier très très délicat. La lacune du christianisme, en fait, il fait un exposé positif au-delà du théisme ou de l'athéisme. Il n'invite pas à devenir un bigot ou de devenir un matérialiste pur. Il fait une critique objective du christianisme qui a exfiltré la partie ésotérique de son enseignement. Ce qu'il appelle un christianisme mutilé. On peut encore retrouver dans quelques écrits chrétiens, on va dire des chrétiens d'Orient, une sagesse ésotérique qui permet de structurer le savoir, on va dire, de la tradition. On va faire une pause parce que mon outil d'enregistrement ne peut pas aller plus loin, et je vous reprends très bientôt pour repasser à l'existentialisme de Chevaucher le tigre de Julius Evola. Voilà, à tout de suite.